La maison sentait le poulet rôti et le pain chaud. Le genre d'odeur qui est généralement synonyme de sécurité pour moi. Le genre d'odeur qui me donnait l'impression que peu importe ce qui se passait à l'extérieur de ces murs, c'était ici que les choses restaient intactes. C'était là que les choses restaient entières. Cette nuit-là, ce n'était pas du tout le cas. C'était comme une mise en scène, comme un décor habillé pour paraître familier, alors que quelque chose de tranchant attendait juste à l'abri des regards. Et la maison de Dan Mom à Columbus, dans l'Ohio, était pleine comme elle l'était rarement. Des chaises pliantes étaient alignées le long du mur du salon, des manteaux étaient drapés sur la rampe d'escalier et des voix se chevauchaient dans des éclats de voix polies qui ne se transformaient jamais en véritable rire. Près de 30 personnes remplissaient la maison, la famille des deux côtés et une poignée de futurs beaux-parents de Lola. Tous habillés un peu plus joliment que d'habitude pour une simple réunion de famille. C'était censé être un dîner de pré-mariage, rien de formel, juste une chance pour tout le monde de se retrouver au même endroit avant le grand jour. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, le dos appuyé contre le bord frais du granit, écoutant le tintement des assiettes et le faible bourdonnement des conversations. Quelqu'un parlait de la circulation. Quelqu'un d'autre se demandait à voix basse s'il allait pleuvoir le week-end prochain. Lila traversa la pièce avec le sourire crispé qu'elle pratiquait depuis des mois, celui qui disait qu'elle était excitée et accablée et qu'elle essayait très fort de ne pas montrer l'un ou l'autre. Maman se tenait près de la table à manger, ajustant des serviettes déjà droites. Adam faisait les 100 pas, un verre à la main. Acquiesçant aux conversations sans vraiment y prendre part. Je me souviens d'avoir pensé qu'il était étrange que tout ait l'air normal. La maison était propre, les lumières chaudes, la nourriture presque prête. Si j'avais débarqué de l'extérieur, sans histoire, sans mémoire, j'aurais pensé que c'était un moment heureux. Je n'aurais pas su que mes épaules étaient tendues pour des raisons que je n'arrivais pas à expliquer ou qu'une pression silencieuse s'était accumulée derrière mes yeux depuis le moment où j'avais garé ma voiture dans leur rue. J'étais venu tôt pour aider, comme je le faisais toujours. J'ai coupé des légumes, porté des plateaux et rempli des verres. Je me rendais utile parce qu'être utile avait toujours été le moyen le plus sûr d'exister dans ma famille. Et si je restais occupé, personne ne posait de questions. Si je restais utile, personne ne me regardait de trop près. Je me suis dit que ce n'était qu'une vieille habitude, rien de plus. Pendant que vous écoutez ceci. Je suis curieux de savoir ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Êtes-vous assis à la table de votre cuisine avec une tasse de café, en train de plier du linge ou de conduire vers un endroit familier sur une route tranquille? Pour ma part, lorsque tout cela s'est produit, je me tenais près du comptoir de la cuisine, un torchon propre à la main, et j'éprouvais ce sentiment étrange d'attendre sans savoir ce que j'attendais. Cela a traversé la pièce lorsqu'il a tapé sur son verre avec une cuillère. Ce n'était pas fort. Juste assez pour attirer l'attention. Les conversations ont diminué par vagues. Les chaises se sont déplacées. Quelqu'un s'est raclé la gorge. J'ai levé les yeux, m'attendant à ce qu'il annonce le dîner ou qu'il porte un toast pour dire à quel point il était fier de Lila. Cela aurait été logique. Cela aurait correspondu à la soirée. Papa a souri. Le sourire étroit et poli qu'il utilisait lorsqu'il pensait être raisonnable. Il a remercié tout le monde d'être venu, d'avoir pris le temps et d'avoir soutenu la famille. Et elle a expliqué à quel point il était important de protéger les moments spéciaux, de garder les choses positives, de faire ce qu'il y a de mieux pour toutes les personnes concernées. Pendant qu'il parlait, j'ai senti mon estomac se serrer, sans savoir pourquoi. Puis il a prononcé mon nom. Pas doucement. Pas gentiment. Juste mon nom. Clairement et délibérément, de sorte que tous les visages de la pièce se sont tournés vers moi en même temps. Je me souviens de la chaleur soudaine de mes joues, de la façon dont le torchon glissait un peu dans mes mains. Papa a dit qu'après avoir longuement réfléchi, maman et lui avaient pris une décision. Il a dit que ce n'était pas facile, mais que c'était nécessaire. Il a dit que pour le bien de l'harmonie, pour le bonheur de Léla, il fallait fixer certaines limites. Et elle a dit que je n'assisterais pas à son mariage. Pendant une seconde, j'ai cru sincèrement que j'avais mal entendu. Les mots ne sont pas tombés tout de suite. Ils flottaient dans l'air, déconnectés de toute signification. Une phrase dans une langue étrangère. Papa a continué à parler, à expliquer, à remplir l'espace avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il a dit que je n'étais pas assez important pour être là. Il a dit que mes choix passés, en particulier les fiançailles rompues, avaient apporté trop de négativité. Et elle a dit que les mariages étaient synonymes de bonne énergie, de nouveaux départs. Et que ma présence ne ferait que rappeler aux gens ce qui avait mal tourné auparavant.
Il a dit que ce n'était pas une punition. Il a dit que c'était simplement ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Et la salle est devenue silencieuse comme jamais auparavant. Non pas le silence confortable des gens qui écoutent, mais un vide pesant où le son semblait avoir peur d'exister. Personne n'a ri. Personne n'a protesté. Personne ne s'est même déplacé sans se sentir à l'aise. J'ai regardé maman. Elle fixait la serviette dans ses mains, la tordant de plus en plus fort jusqu'à ce que ses jointures pâlissent. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai regardé Léla. Elle était figée près de la porte. Son visage avait perdu toute couleur. Ses yeux étaient fixés sur un point du sol, juste devant ses chaussures. Elle n'a pas croisé mon regard. J'ai regardé mes oncles et tantes, les cousins avec lesquels j'avais grandi. Les gens qui m'avaient serré dans leurs bras moins d'une heure auparavant. Quelques-uns d'entre eux ont détourné le regard quand ils ont vu que je les regardais. Une femme a serré les lèvres comme si elle allait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a dit que c'était injuste. Personne n'a dit que papa avait tort. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne le rattrape. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je le sentais dans ma gorge. J'ai eu un léger bourdonnement dans les oreilles, comme si je m'étais levée trop vite. Mes mains étaient étrangement légères, comme si elles ne m'appartenaient plus. J'attendais des larmes, de la chaleur, de la colère qui exploserait comme dans les films. Rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, je me suis sentie vide. Pas engourdie, exactement, mais vidée. Comme si quelque chose avait finalement abandonné après s'être accroché trop longtemps. David a fini de parler et a bu une gorgée de son verre, satisfait, comme s'il venait d'expliquer une règle de maison raisonnable. Le silence s'étire. Il est devenu insupportable. C'est alors que je me suis rendu compte d'une chose très simple et très claire. Personne dans cette pièce n'allait parler à ma place. Pas maintenant. Jamais. Je me suis éloignée du comptoir. Le bruit de mes chaussures sur le parquet semblait trop fort, comme une perturbation. Tous les regards me suivirent lorsque je me dirigeais vers le centre de la pièce. Je sentais mon pouls dans mes tempes. Mais mes pensées étaient stables, comme elles ne l'avaient jamais été auparavant. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je ne l'ai pas déverrouillé tout de suite. Je l'ai tenu dans ma main, sentant son poids, m'ancrant dans quelque chose de solide et de réel. J'ai d'abord regardé papa. Il a froncé les sourcils. Confus, comme s'il ne s'attendait pas du tout à ce que je bouge. J'ai ensuite regardé maman, puis Léla. Puis, un par un, j'ai laissé mes yeux passer sur chaque personne qui avait choisi le silence. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était calme. Elle n'a pas tremblé. Je ne l'ai pas haussée. Je ne me suis pas précipitée. J'ai dit exactement 10 mots. Qui veut lui dire que j'ai payé pour le mariage? Personne n'a respiré. L'air de la pièce a changé instantanément, comme si on avait ouvert une fenêtre en plein hiver. La bouche de David s'est entr'ouverte, puis refermée. Maman a relevé la tête, les yeux écarquillés. Lila m'a alors regardé. Elle m'a vraiment regardé. J'ai vu sur son visage quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Pourtant, personne n'a parlé. Je suis restée là, le téléphone à la main, entourée de gens qui ont soudain compris que ce n'était pas fini. C'était loin d'être le cas. Le silence ne s'est pas brisé tout de suite. Il s'est étiré. Épais et inconfortable, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il se pressait contre ma poitrine. J'y pouvais entendre de petits sons que je n'avais jamais remarqués auparavant, le ronronnement du réfrigérateur de la cuisine, le léger tintement de quelqu'un qui pose un verre trop fort, le tic-tac de la vieille horloge sur le mur que maman avait insisté pour garder même après qu'elle ait cessé d'être en harmonie avec le reste de la maison. Papa finit par déplacer son poids, les sourcils froncés, non. Pas par culpabilité mais par irritation, comme s'il était agacé que la soirée ne suive plus le scénario qu'il avait écrit dans sa tête. Il laissa échapper une courte respiration par le nez, celle qu'il utilisait lorsqu'il pensait que quelqu'un était en train de dramatiser. Ce n'est pas de cela que nous parlons en ce moment, dit-il. Sa voix était plus aiguë qu'auparavant, teintée d'avertissement. Je ne lui ai pas répondu. J'étais toujours là, le téléphone posé dans ma paume. Mes doigts l'entourant un peu plus que nécessaire. Je me suis rendu compte, de loin, que mes mains ne tremblaient plus. Mon corps s'était stabilisé, comme s'il avait enfin compris ce que mon esprit essayait d'accepter depuis des années. Maman a fait un petit pas vers moi, puis s'est arrêtée. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est ouverte à nouveau. Athéna, dit-elle doucement,
comme elle le faisait quand j'étais enfant et qu'elle essayait de calmer une situation. Sans prendre parti, tu n'as pas besoin de faire ça. Faire quoi, exactement, pensais-je? Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Dois-je rester ici et absorber l'effacement? Dois-je sourire et mettre tout le monde à l'aise? Dois-je continuer à prétendre que je n'ai rien contre le fait d'être traité comme une chose jetable? Lila finit par relever la tête. Nos regards se sont croisés pour la première fois depuis que papa a parlé. Son expression était crispée, ses lèvres serrées l'une contre l'autre. Ses mains serrées le long de son corps. Elle avait l'air d'avoir peur, mais pas de moi. Je pouvais le voir clairement maintenant. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver à son mariage, à ses projets, à l'image qu'elle avait si soigneusement construite dans son esprit. Athéna, a-t-elle chuchoté, comme si le fait de prononcer mon nom à voix basse pouvait annuler ce qui avait déjà été dit. J'ai soutenu son regard. Je voulais qu'elle dise autre chose. Je voulais qu'elle dise que papa avait tort, que c'était cruel, qu'elle n'accepterait pas une célébration fondée sur mon exclusion. Elle ne l'a pas fait. Ses yeux se sont portés sur moi, sur maman, sur papa, cherchant une direction. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ce moment n'était pas un malentendu. C'était un choix. Quelqu'un près du canapé s'est raclé la gorge. Une autre personne s'est déplacée sur sa chaise. Quelques personnes ont commencé à regarder leur téléphone. Soudainement très intéressées par leur écran. Le silence est devenu insupportable. Alors les gens essayaient d'y échapper par de petits moyens lâches. Il a redressé les épaules. Il a regardé autour de lui, essayant manifestement de reprendre le contrôle. Il a dit quelque chose à propos de ne pas étaler des affaires privées en public. Il a parlé de respect. Il a dit que je réagissais de manière excessive. Les mots ont déferlé sur moi sans s'incruster. Pour la première fois, je n'essayais pas de comprendre ce qu'il disait. Je l'observais simplement. Comme on regarde quelqu'un révéler ce qu'il a toujours été. Mes sentiments. Pour maintenir la paix. Combien de fêtes j'avais réorganisé mes plans pour que tout le monde soit à l'aise. Combien d'excuses j'ai présentées pour des choses qui n'étaient pas vraiment mauvaises. J'ai pensé à la version plus jeune de moi-même, qui croyait que si je faisais assez d'efforts, si je restais assez gentille, si je prouvais ma valeur de manière discrète et utile, je finirais par être choisie. Debout, avec près de 30 personnes qui me regardaient, j'ai finalement compris que ce moment n'arriverait jamais. Et elle a fait un pas de plus vers moi. Athéna, range le téléphone, dit-il d'une voix basse et ferme, la voix de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. J'ai croisé son regard. Il n'y avait plus de colère en moi, plus besoin de discuter, juste de la clarté. Je me suis rendu compte que ce qui allait se passer ensuite était déjà en marche, que la vérité avait été dite à voix haute et qu'il n'était pas possible de la replier proprement dans le silence. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, non pas pour passer un appel, mais pour me rappeler que je n'étais pas piégée, que j'avais des options, que je n'étais pas impuissante dans cette pièce, même si mon père voulait que je me sente ainsi. Autour de nous, la maison semblait différente. La chaleur avait disparu. L'air était raréfié. Exposé. Les gens commençaient à comprendre qu'ils n'étaient pas seulement les témoins d'un moment familial gênant. Ils se tenaient au bord de quelque chose qui était sur le point de changer. J'ai pris une lente inspiration pour me stabiliser. Je ne savais pas exactement comment le reste de la nuit allait se dérouler. Je ne savais pas qui serait encore à mes côtés lorsque tout serait terminé. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. J'avais fini de rétrécir. J'y levai à nouveau les yeux, observant les visages qui m'entouraient, mémorisant ce moment. Le malaise. La peur. Et la conscience soudaine que les mots ont des conséquences. Puis j'ai arrêté de parler. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas défendu mes choix. Je suis resté là, le téléphone à la main, laissant le silence faire le travail à ma place. Ce silence m'a accompagné sur le chemin du retour ce soir-là. Assis sur le siège passager de mes propres pensées longtemps après que les lumières de la maison se soient éteintes dans le rétroviseur. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai simplement laissé le silence s'installer autour de moi parce qu'il m'était familier d'une manière presque réconfortante. C'est dans le silence que j'ai toujours appris à survivre. J'ai été élevée pour être celle qui comprenait, celle qui s'adaptait, celle qui adoucissait les choses avant qu'elles ne deviennent brutales. En tant que fille aînée, ce rôle n'était pas exprimé à haute voix, mais il était enseigné de 1000 façons. Lorsque mon frère renversait quelque chose et pleurait, on me demandait de l'aider à nettoyer. Lorsque Lila se sentait dépassée, on me rappelait que j'étais assez forte pour nous deux.
Quand maman avait l'air fatiguée, j'intervenais. Quand papa était frustré, je restais à l'écart. J'ai appris très tôt que l'harmonie comptait plus que l'honnêteté. Et que mettre tout le monde à l'aise était le moyen le plus rapide de gagner l'amour. Pendant longtemps, je n'ai pas remis cela en question. J'avais l'impression d'avoir une responsabilité. J'avais l'impression qu'on avait besoin de moi.et pendant des années, j'ai porté ce rôle avec fierté. Même lorsqu'il m'affectait d'une manière que je ne savais pas encore nommer. Lorsque j'ai rencontré Caleb Monroe, j'étais déjà douée pour être agréable. Caleb est entré dans ma vie discrètement, par l'intermédiaire d'amis communs, avec un sourire qui faisait que les gens se sentaient choisis. Et elle était stable, fiable, le genre d'homme que ma famille a immédiatement approuvé. Il tenait les portes ouvertes. Il arrivait à l'heure. Il parlait de l'avenir en termes prudents et pratiques. David l'a tout de suite apprécié. Maman l'a qualifié de bénédiction. Lorsque Caleb l'a demandé en mariage, tout le monde a fait la fête comme si un problème avait enfin été résolu. J'avais une vingtaine d'années. J'étais bien installée dans ma carrière, apparemment, j'étais dans les temps. Et la bague était modeste, de bon goût, exactement le genre de bague que les gens s'attendaient à ce que je porte. Je me souviens d'être restée dans la cuisine de maman pendant qu'elle pleurait de joie et me disait à quel point elle était fière. David a tapé sur l'épaule de Caleb et a plaisanté sur le fait qu'il avait enfin un autre fils. L'organisation du mariage est devenue un projet familial presque du jour au lendemain. Les listes d'invités ont été débattues. Puis on a fait le tour des nouvelles. Les couleurs ont été choisies. J'ai souri pendant tout ce temps. Même lorsque j'ai eu l'impression que le mariage se déroulait autour de moi plutôt qu'avec moi, je me suis dit que c'était normal. Que c'était comme ça que ça se passait. Ce n'est que quelques semaines avant le mariage que la vérité a éclaté au grand jour. J'ai trouvé les messages par accident. Un nom que je ne reconnaissais pas s'allumant sur le téléphone de Caleb alors qu'il était sous la douche. A eu début, j'ai essayé de l'expliquer. Je me suis dit qu'il ne fallait pas fouiner. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais les mots étaient trop clairs, trop familiers. Le ton était intime et ne laissait aucune place au doute. Mes mains ont tremblé pendant que je faisais défiler les pages. Mon estomac s'affaissait à chaque ligne. Il n'y avait pas d'aveu dramatique, pas de scène de trahison évidente, juste un ensemble de mensonges qui s'étaient développés discrètement dans mon dos. Lorsque Caleb est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille, j'étais assise sur le bord du lit et tenais son téléphone. Il s'est arrêté net lorsqu'il a vu mon visage. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Puis il a essayé de s'expliquer. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit que cela ne voulait rien dire. Il a dit que j'exagérais les choses. Je me souviens m'être senti étrangement calme en l'écoutant. Comme si mon corps avait déjà pris une décision avant que mon esprit ne la rattrape. Je lui ai dit que le mariage était annulé. Je l'ai dit clairement. Pas comme une menace, pas comme un test. Juste un fait. Caleb m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Il m'a demandé de reconsidérer ma décision. Il m'a rappelé à quel point la date était proche. Il m'a dit à quel point il serait embarrassé. Il m'a dit combien d'argent avait déjà été dépensé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui me mentait. C'était là toute l'explication. La rupture des fiançailles aurait dû être la partie la plus difficile. Cela n'a pas été le cas. Le plus dur a été de l'annoncer à ma famille. Maman a pleuré. Mais pas comme je m'y attendais. Elle a pleuré à cause des invitations qui avaient déjà été envoyées. Elle a pleuré à cause des invitations qui avaient déjà été envoyées par la poste, des acomptes. De ce que les gens allaient dire. Elle m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas régler cela en privé. Elle m'a demandé pourquoi je devais rendre les choses si publiques. Elle était en colère comme je l'avais rarement vu. Il faisait les 100 pas dans le salon, sa voix s'élevant à chaque phrase. Il parlait d'engagement, de promesses. De la nécessité de faire des compromis dans les relations. Il m'a dit que tout le monde faisait des erreurs. Et elle m'a demandé si je pensais vraiment que recommencer serait plus facile. J'ai attendu que quelqu'un me demande ce que je ressentais. Personne ne l'a fait. Des proches m'ont appelé pour me donner des conseils qui ressemblaient beaucoup à des critiques. Ils m'ont dit que le mariage n'était pas une question de bonheur. Ils m'ont dit que le pardon était une vertu. Ils m'ont dit que j'étais dramatique, impulsive, égoïste. Quelques personnes m'ont demandé si j'étais sûre, comme si la certitude était le problème. Lorsque j'ai expliqué ce que Caleb avait fait, les détails semblaient leur échapper. C'était comme si ses actes importaient moins que ma réaction.
La trahison est devenue un bruit de fond, tandis que ma décision a pris le devant de la scène. Le mariage a été officiellement annulé. Les cadeaux ont été retournés, les plans ont été défaits et... quelque part au milieu de tout cela, une histoire a commencé à se former qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qui s'était réellement passé. On m'a qualifiée de difficile, émotive, instable. Les gens disaient que j'avais tout gâché pour rien. Quelqu'un a dit en plaisantant que j'avais la frousse. Une autre personne a dit, je n'étais probablement pas prête. David a prononcé les mots qui me sont restés le plus longtemps à l'esprit. Il a dit que j'avais gâché quelque chose de magnifique. Il a dit que si j'avais déjà brisé un mariage, je devais rester loin du prochain. Il n'a pas haussé le ton. Il l'a dit calmement, comme un avertissement, comme un conseil destiné à m'aider à éviter d'autres dégâts. Après cela, les choses ont changé de manière subtile. Les invitations se sont faites plus rares. Les conversations ont changé lorsque je suis entrée dans la pièce. Lorsque Léla a commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un. Il y a eu un accord tacite sur le fait que je ne devais pas interférer, ne pas faire de commentaires, ne pas apporter mon énergie. J'ai intériorisé tout cela plus profondément que je ne l'avais réalisé. J'ai commencé à croire que j'avais peut-être eu tort, que j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts, que me protéger avait peut-être été une sorte d'échec. Aussi, lorsque Léla a annoncé ses fiançailles, je n'ai pas hésité à lui proposer mon aide. J'ai offert mon temps. J'ai offert mes ressources. Je suis restée à l'arrière-plan et je me suis dit que c'était là ma place. J'y pensais que si je la soutenais suffisamment, si je prouvais que je pouvais être généreux et invisible à la fois, je pourrais gagner mon retour dans les bonnes grâces de la famille. J'y pensais qu'en payant pour ce que j'avais pris, je pourrais équilibrer la balance. Debout dans mon allée ce soir-là, le moteur encore en marche, j'ai réalisé combien de temps j'avais vécu avec cette croyance. Que je devais quelque chose, que je devais me racheter pour m'être choisi. J'ai arrêté la voiture et je suis restée un moment assise, les mains posées sur le volant, le poids de cette prise de conscience s'installant en moi. J'avais passé des années à essayer d'expier une décision qui m'avait sauvée, et d'une certaine manière, sans jamais le dire à voix haute, ma famille m'avait appris que c'était le prix de ma liberté. Cette conviction m'a suivie dans les années qui ont suivi. Elle s'est installée dans mes habitudes, mes décisions, la façon dont je mesurais ma valeur, sans que je m'en rende compte. J'y m'investissais dans le travail parce que le travail avait un sens. Le travail avait des règles. Le travail récompensait l'effort. Il n'y avait pas de place pour les devinettes émotionnelles. Soit les choses se passaient bien, soit elles ne se passaient pas bien. Soit vous arriviez préparé, soit vous ne l'étiez pas. J'ai appris à me réjouir de cette clarté. J'ai progressé régulièrement. Non pas parce que je courais après les titres, mais parce que j'étais fiable. J'arrivais tôt. Je restais tard. J'ai appris à résoudre les problèmes discrètement avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. J'ai fini par devenir directeur des opérations, supervisant plusieurs sites, jonglant avec les horaires, les budgets, les problèmes de personnel, les pénuries de fournitures et les plaintes des clients, avec un calme qui m'a surpris moi-même. Mes revenus se sont stabilisés. Ma vie s'est simplifiée. Je vivais selon mes moyens, je payais mes factures à temps et j'économisais soigneusement. Il n'y avait pas d'éclat, pas de grands gestes, juste de la constance. Cette constance est devenue une partie de mon identité. J'étais la personne fiable, celle sur qui on pouvait compter lorsque les choses devaient être faites. Lentement, sans que personne ne le dise directement. Cette identité s'est infiltrée dans mon rôle au sein de la famille. Lorsque Léla m'a appelé pour me dire qu'elle était fiancée, j'ai ressenti une foule d'émotions compliquées en même temps. J'étais heureux pour elle. J'aimais sincèrement ma sœur. Mais j'ai aussi ressenti une tension familière dans ma poitrine, un avertissement silencieux que j'avais appris à ne pas ignorer. Les mariages ne m'appartenaient plus. C'était un espace dont on m'avait gentiment, mais fermement, écarté. Maman a pleuré quand elle me l'a dit. Des larmes heureuses, cette fois. Elle a parlé de la beauté de la bague, de la gentillesse du fiancé de Lila, de l'impression que tout allait bien. Papa était plus réservé, mais je pouvais entendre le soulagement dans sa voix quand il en parlait. Une autre chance. Une table rase. Un mariage qui ne serait pas entaché par les erreurs du passé. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. La conversation est rapidement passée à la logistique. Les dates, les lieux, la liste des invités, le coup. C'est alors que maman a hésité, puis a dit ce qui avait manifestement été répété. Elle a dit que papa et elle avaient discuté. Elle a dit que les mariages coûtaient cher.
Elle a dit qu'ils étaient déjà à bout de souffle. Puis elle l'a dit avec précaution, comme si elle demandait une faveur plutôt que de prononcer un jugement. Elle a dit que c'était peut-être ma chance d'aider, d'arranger les choses, de contribuer de manière significative. Papa n'a pas eu la même attitude. Il a dit que j'avais déjà gâché un mariage. Il a dit que c'était l'occasion d'équilibrer les choses, de montrer mon soutien. De prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Ces mots ont été prononcés discrètement mais lourdement. Je me souviens d'avoir fixé mon téléphone après la fin de l'appel, assise sur mon canapé, la lumière de l'après-midi entrant par la fenêtre. J'ai senti le vieux réflexe se déclencher immédiatement. L'envie de réparer. Trop lisse. De me rendre utile. Je me suis dit que je le faisais pour Léla. Et c'était vrai, du moins en partie. Je voulais qu'elle passe une belle journée. Je voulais être généreux. Je voulais me montrer pour elle comme personne ne l'avait fait pour moi. Mais il y avait une autre vérité sous-jacente. Je voulais prouver quelque chose. Je voulais prouver que je n'étais pas maudite. Que ma présence ne faisait pas s'écrouler les choses, que je pouvais toucher un mariage sans le détruire. Alors j'ai dit oui. Une fois que j'ai dit oui. Les choses ont évolué rapidement. Lila était soulagée. Maman était reconnaissante. David était satisfait d'une manière qui semblait plus transactionnelle qu'émotionnelle. L'accord tacite était clair. J'apporterais ma contribution, discrètement et efficacement, et en retour, je ne serais pas sous les feux de la rampe. Nous avons rencontré Nora Feldman, l'organisatrice de mariage sur laquelle maman avait fait de nombreuses recherches. Nora était professionnelle, organisée et rapide, à la manière de quelqu'un qui a vu tous les désastres possibles d'un mariage et qui a appris à ne pas les prendre personnellement. Elle a présenté des options, des calendriers, des contrats. Elle a posé des questions pratiques. Elle n'a pas posé de questions sur la dynamique familiale. A eu moment de signer les documents. Nora m'a regardé. Elle a demandé quel nom devait figurer sur les contrats. Maman a jeté un coup d'œil à papa. Doe m'a regardé. On a supposé que c'était moi qui payais. Mon nom a été inscrit sur la ligne. J'ai signé sans hésiter. Nous avons fait la tournée des salles ensemble. Lila, maman et moi. Le Riverside Hall s'est tout de suite distingué. Il était élégant, sans être tapa accent grave l'œil. Situé près de la rivière, avec de hautes fenêtres qui laissaient entrer une lumière douce et naturelle, Lila a adoré. Maman a joint les mains et a dit qu'elle se sentait bien. Papa acquiesce, calculant déjà les coûts dans sa tête. L'acompte était important. J'ai transféré les fonds sans commentaire. J'ai réservé un traiteur. J'ai payé la robe dont Lila était tombée amoureuse. Celle dont elle disait qu'elle se sentait comme elle-même, mais en mieux. Chaque paiement était comme une brique de plus dans le mur que je construisais autour de. L'idée que cette fois-ci, les choses seraient différentes. A eu fur et à mesure que les plans se mettaient en place, mon rôle restait clair. J'étais impliquée, mais pas visible. J'assistais aux réunions. J'approuvais les factures. J'ai résolu des problèmes en coulisses. Je ne donnais pas d'avis, sauf si on me le demandait. Je ne suggérais pas de changement, sauf si quelque chose avait vraiment besoin d'être ajusté. Je suis resté prudent. Je suis resté silencieux. Dans les moments d'honnêteté avec moi-même, je me suis demandé si j'étais puni ou si je me portais volontaire pour ce rôle. La frontière était plus floue que je ne voulais l'admettre. Certains petits moments auraient dû me mettre en garde. Des commentaires de proches sur ma générosité, suivis de rappels à l'ordre. Des plaisanteries sur la chance qu'avait Léla d'avoir une sœur comme moi, associées à des regards de travers qui suggéraient que j'étais en train de me rattraper. Une fois, maman l'a dit carrément. Même si elle n'avait probablement pas l'intention de le dire de cette façon. Elle m'a dit que c'était une bonne chose que je contribue autant. Elle m'a dit que c'était un signe de croissance. Elle m'a dit que c'était un signe de croissance et de responsabilité. J'ai acquiescé et n'ai rien dit. Le jour où j'ai signé le contrat final avec Nora me revient en mémoire plus clairement que tout autre. J'étais assise à une petite table dans son bureau, la lumière du soleil entrant par la fenêtre. La paperasse s'étalait soigneusement devant moi. Nora m'a fait parcourir chaque page, m'expliquant les délais, les clauses d'annulation, les imprévus. Pendant qu'elle parlait, j'écoutais attentivement, mes instincts professionnels pleinement mobilisés. C'était un terrain familier. Contrat. Responsabilité. Des attentes claires. J'ai apposé mes initiales là où on me l'a dit.
J'ai signé aux endroits indiqués. Lorsque j'ai eu terminé, Nora a fait glisser le dossier vers moi et m'a souri. Elle m'a dit que tout était prêt. Elle m'a dit que ce serait un beau mariage. Je me souviens d'avoir tenu le stylo plus longtemps que nécessaire après qu'elle eut fini de parler. Et il y avait un étrange sentiment de finalité dans cette pièce, un sentiment que je n'arrivais pas à situer. Je me suis dit que c'était juste la nervosité, le poids de la responsabilité. En me levant pour partir, j'ai vu mon reflet dans la porte vitrée. J'avais l'air calme, capable, utile. Je me suis dit que c'était le rôle que je devais jouer maintenant. Au moins, cette fois, je ne serais pas le problème. Je ne savais pas alors à quel point cette croyance était fragile, ni à quelle vitesse elle serait mise à l'épreuve. Je ne savais pas qu'en essayant si fort de prouver ma valeur, je m'étais placé dans une position où je devrais finalement choisir entre ma dignité et mon silence. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que j'avais fait ce qu'on me demandait. J'avais payé mon retour dans l'histoire et j'espérais, discrètement et bêtement, que cela suffirait. Le moment où j'ai prononcé ces 10 mots n'a pas explosé comme les gens l'imaginent lors d'une confrontation. Il n'y a pas eu de cris, pas de chaos, pas de réaction dramatique qui aurait permis de déterminer facilement qui avait raison et qui avait tort. A eu lieu de cela. La salle s'est remplie d'un silence si épais qu'il semblait délibéré. Comme si tout le monde s'était mis d'accord en silence pour arrêter de bouger en même temps. Je suis resté là où j'étais, debout près du centre du salon. Mon téléphone est toujours dans ma main. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je l'ai simplement tenu là, rappel silencieux de quelque chose que personne ne voulait reconnaître à voix haute. J'ai observé les gens autour de moi comme on observe un orage qui se déplace lentement. Pas pour les éclairs, mais pour les signes de pression qui s'accumulent sous la surface. Maman a été la première que j'ai regardée. Elle avait relevé la tête lorsque j'avais parlé, les yeux écarquillés pendant une seconde. Puis elle a de nouveau baissé le regard. Ses doigts se sont resserrés autour de la serviette en tissu, jusqu'à ce que le tissu se torde et se replie sur lui-même. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'a rien dit du tout. Son silence était prudent, presque pratiqué, comme si elle avait appris au fil des ans qu'il était plus sûr de ne rien dire que de dire la mauvaise chose. Papa s'est figé au bout de la table. Sa mâchoire s'est contractée, les muscles de son visage se sont tendus tandis qu'il me fixait. Je pouvais voir qu'il retenait quelque chose, qu'il mesurait ses mots, qu'il décidait d'affirmer son contrôle ou d'attendre que le moment passe. Il n'avait pas l'air surpris. Au contraire, il avait l'air contrarié. Comme si j'avais perturbé un plan qu'il croyait inébranlable. Lila est restée près de la porte, les bras ballants le long du corps. Elle fixait le sol, comme si le bois dur contenait des réponses qu'elle ne pouvait affronter, dans ma direction. Je savais qu'elle avait compris exactement ce que j'avais dit. Elle m'avait regardé signer l'échec. Elle m'avait remercié pour la robe. Elle m'avait serré dans ses bras après les réunions avec le planificateur. Rien de tout cela n'était nouveau pour elle. Et pourtant, elle n'a rien dit. J'ai laissé mes yeux parcourir lentement la pièce. Ma tante June était assise sur le bord du canapé, la posture tendue, les mains croisées sur ses genoux. Elle m'a regardé, puis elle a regardé maman, puis elle m'a regardé à nouveau. Ses lèvres se sont légèrement écartées, comme si elle était sur le point de parler. Comme si elle allait dire quelque chose de simple et d'honnête qui aurait pu changer le cours du temps dans la pièce. Puis maman a secoué la tête, à peine. Un tout petit mouvement. Presque invisible, à moins d'observer attentivement. June a fermé la bouche et baissé les yeux sur ses mains. C'est le moment qui lui a fait le plus mal. Ce n'était pas papa qui déclarait que je n'étais pas à ma place. J'avais vécu suffisamment longtemps avec sa désapprobation pour la reconnaître pour ce qu'elle était. Ce n'est même pas Léla qui a gardé le silence, même si cela a été plus profond que je ne l'aurais cru. C'était la décision collective, prise sans discussion. Qu'il était plus facile de laisser faire que d'arrêter. Personne n'a remis en question l'idée que je n'étais pas assez importante. Personne ne s'est demandé pourquoi mes choix passés étaient encore utilisés contre moi. Personne n'a demandé pourquoi le fait de payer pour un mariage ne donnait apparemment pas droit à une place. Et la salle a accepté l'histoire que papa avait racontée parce qu'elle n'exigeait rien d'eux. J'ai alors réalisé à quel point le silence est souvent confondu avec la neutralité. Combien de fois les gens se persuadent qu'ils ne choisissent pas leur camp alors que c'est le cas. Près du fond de la salle, une personne s'est raclé la gorge. Une autre personne a déplacé son poids, les pieds d'une chaise ont raclé doucement le sol. Petit mouvement, échappée silencieuse. Les gens regardaient la nourriture, les murs,
Tout sauf moi. L'inconfort était partagé, mais la responsabilité ne l'était pas. J'ai senti quelque chose changer en moi. Lentement et régulièrement. L'aiguillon de l'humiliation a commencé à s'émousser, remplacé par une étrange clarté. Il ne s'agissait pas d'un malentendu qui nécessitait une explication. Il ne s'agissait pas d'un moment que l'on pouvait aplanir avec la bonne explication. C'était le résultat naturel d'années de convenance. David a finalement repris la parole, mais sa voix était plus basse, contrôlée. Il a dit que nous en parlerions plus tard. Il a dit que ce n'était pas le moment. Il a dit que nous n'avions pas besoin de faire une scène. Ces mots étaient destinés à me remettre à ma place, à suggérer que c'était ma réaction qui posait problème, et non la déclaration qu'il avait provoquée. J'ai hoché la tête une fois, non pas en signe d'accord mais de reconnaissance. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas expliqué. Il n'y avait plus rien à expliquer. Maman a de nouveau fait un pas vers moi, l'expression crispée par l'inquiétude. Elle a tendu la main pour me toucher le bras. Puis elle a hésité, et sa main est retombée sur son côté. Elle avait l'air fatiguée. Pas triste pour moi, mais fatiguée des conflits, fatiguée des perturbations. Je reconnaissais ce regard. Je l'avais moi-même porté pendant des années. Lila a finalement relevé la tête, ses yeux rencontrant les miens pendant un bref instant. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose comme de la culpabilité ou de la peur, ou peut-être les deux. Elle a dégluti, comme si elle allait dire quelque chose, puis a de nouveau détourné le regard. L'instant s'est écoulé. J'ai respiré lentement. Je me sentais enracinée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. La pièce s'était entièrement révélée à présent. Il n'y avait plus de questions à poser, plus de suppositions à faire. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le calme que j'ai ressenti. Pendant des années, je m'étais dit que si je cessais d'essayer de maintenir la paix, tout s'effondrerait. Que les relations se briseraient. Que je serais seule. En me tenant là, entourée de personnes qui avaient déjà choisi leur confort plutôt que ma dignité, j'ai réalisé à quel point j'avais peu à perdre. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je ne me suis pas précipitée vers la porte ni n'ai reculé dans la cuisine. Je suis restée là où j'étais, laissant le silence s'étirer un peu plus longtemps. Je voulais que toutes les personnes présentes dans la pièce le ressentent, s'assoient avec lui et comprennent qu'il n'était plus possible de faire comme si rien ne s'était passé. Et la conversation a fini par reprendre, hésitante et inégale. Quelqu'un a demandé si le dîner était prêt. Quelqu'un d'autre a commenté le temps qu'il faisait. Les bruits habituels d'une réunion de famille ont essayé de se réaffirmer, mais ils semblaient creux maintenant, déconnectés de la vérité qui venait d'être mise à nu. J'ai reculé vers le mur, me donnant de l'espace. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai regardé, ne participant plus. Ne jouant plus. J'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé auparavant, la façon dont les épaules de papa restaient tendues, la façon dont maman ne cessait de me regarder, puis de s'éloigner, la façon dont Lila restait près de son fiancé, comme si la proximité seule pouvait la protéger des conséquences. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais éveillée. Cette nuit-là, j'ai compris pour la première fois que le fait d'être acceptée avait toujours été assorti de conditions, que mon rôle avait été soigneusement façonné pour servir le confort des autres, et que dès que j'en sortais, l'illusion d'appartenance disparaissait. À fur et à mesure que la soirée avançait, cette prise de conscience s'est imposée à moi. Il faisait froid, certes, mais c'était aussi régulier, clair. Je sentais qu'un autre type de détermination prenait forme, une détermination qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la permission. À un moment où j'ai pris mon manteau, je ne pleurais plus ce que j'avais perdu. Je commençais à comprendre ce que j'avais gagné. Une certitude calme et tranquille a remplacé la douleur dans ma poitrine. Elle s'accompagnait de la certitude que, quoi qu'il arrive, je ne me rapetisserais pas pour entrer dans une pièce qui avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Cette certitude a eu un effet inattendu. Elle m'a stabilisée. Le bruit de la pièce s'est estompé. Comme l'électricité statique, vous cessez de la remarquer une fois que vous avez accepté qu'elle soit toujours présente. J'y voyais encore tout le monde bouger, parler à nouveau tranquillement, faisant comme si le moment était passé. Mais en moi, quelque chose s'était déjà mis en place. Je me suis éloignée d'un pas du mur et j'ai regardé le téléphone qui reposait toujours dans ma main. Pendant une seconde, j'ai envisagé de le remettre dans ma poche, non pas parce que je doutais de moi, mais parce que je savais exactement ce qui était sur le point de se produire et que je voulais être certaine de le choisir consciemment. Pas par colère, pas par embarras, mais par respect de soi. Papa disait quelque chose à maman à voix basse. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter comme elle le faisait toujours lorsqu'il se sentait mis au défi.
Maman a acquiescé, les épaules légèrement voûtées vers l'avant, se préparant déjà à limiter les dégâts. Lila est restée figée près de son fiancé, ses yeux passant de moi à l'entrée, comme si elle espérait que quelqu'un d'autre interviendrait et réglerait le problème. Personne ne l'a fait. Alors j'ai déverrouillé mon téléphone. L'écran a éclairé mon visage pendant un instant, projetant une lueur pâle qui semblait presque intime au milieu de cette pièce bondée. Mes mains étaient stables tandis que je faisais défiler mes contacts. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis simplement tournée légèrement pour que tout le monde puisse voir mon écran et j'ai tapé sur le nom. Rachel Boone. Rachel était la directrice de la salle de spectacle de Riverside Hall. Nous avions parlé plusieurs fois au cours des derniers mois. Elle connaissait ma voix. Elle connaissait mon nom. Elle connaissait le contrat. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, puis, délibérément, j'ai mis le haut haut-parleur. Et la sonnerie a coupé net les bavardages qui avaient repris à moitié. Les conversations se sont à nouveau arrêtées. Les têtes se sont tournées. Même papa s'est arrêté au milieu de sa phrase. Rachel répondit à la troisième sonnerie, la voix claire et professionnelle. Bonjour, Athéna, dit-elle, mais parce que je voulais que ma voix soit égale. Bonjour. Rachel. J'appelle pour confirmer le solde et le calendrier de paiement pour le mariage à Riverside Hall. Il y a eu une brève pause sur la ligne, le son de la frappe. Bien sûr, dit-elle. Le paiement final est prévu pour la semaine prochaine. Tout va bien? Oui, ai-je répondu, et je dois vous faire savoir que je n'autoriserai pas d'autres paiements. À ce moment-là, la salle est redevenue silencieuse, mais cette fois-ci, le silence était différent. Il était en alerte. Chargé. Rachel hésite, juste une fraction de seconde. D'accord, dit-elle prudemment. Puis-je demander la raison? Vous pouvez noter que le client demande à interrompre le contrat, ai-je dit. Conformément à l'accord, le titulaire du compte a le droit de le faire. Une autre pause. Je tape à nouveau. Oui, Athéna, dit-elle. C'est exact. Je vais marquer le contrat comme étant en suspens jusqu'à nouvel ordre. Merci, virgule. Ai-je dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai mis fin à l'appel et j'ai laissé mon bras retomber le long de mon corps. Personne n'a parlé. Maman m'a dévisagé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Papa s'est avancé d'un pas vif, le visage rouge. Athéna, dit-il d'une voix grave et pressante. Qu'est-ce que tu fais? Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait défiler la page et j'ai tapé sur Nora Feldman. Nora répondit rapidement, d'un ton vif mais amical. Athéna, bonjour. J'étais sur le point de t'envoyer un courriel à propos du plan de table. Bonjour, Nora, ai-je dit. Je dois mettre tous les services en attente, à partir de maintenant. Le son qui est sorti de la bouche de papa se situait quelque part entre la moquerie et le souffle. Maman lui a tendu le bras. Les yeux écarquillés. Le visage de Lila était devenu pâle. Nora n'a pas réagi émotionnellement. Elle ne l'a jamais fait. Elle posa la question qu'elle avait été formée à poser. Puis-je vous demander ce qui a motivé ce changement? J'ai gardé ma voix calme. Les contrats sont à mon nom, ai-je dit. J'exerce mon droit de suspendre toute planification et tout paiement jusqu'à nouvel ordre. Nora a entendu le bruit de papier qui se déplaçait de son côté. Elle a repris son souffle. Athéna, dit-elle lentement, légalement, c'est à vous de décider. Ces mots ont atterri comme un verre qui tombe. Je les ai sentis traverser la pièce et en changer instantanément la température. David s'est figé. Maman a émis un petit son cassé. Mila s'est couvert la bouche avec sa main. Nora a continué, toujours aussi professionnelle. Je vais prévenir les fournisseurs et suspendre tous les services liés à votre compte. Si vous décidez d'aller de l'avant plus tard, nous pourrons discuter des prochaines étapes. J'ai dit, merci. J'ai apprécié. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un moment, personne n'a réagi. C'était comme si la salle avait oublié comment réagir. Puis tout s'est passé en même temps. Papa a élevé la voix, exigeant de savoir ce que je pensais faire, m'accusant d'embarrasser la famille, de saboter l'avenir de Léla. Maman s'est mise à pleurer, me disant d'arrêter, de réfléchir, de me calmer. Quelqu'un sur le canapé a murmuré quelque chose sous son souffle.
Lila a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée, les mains tremblantes. Je suis restée là et j'ai écouté sans l'interrompre. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, ce n'est pas la colère ou la panique, mais le changement soudain de la façon dont j'étais perçue. Quelques minutes auparavant, j'étais quelqu'un qu'ils se sentaient à l'aise d'exclure. Maintenant, j'étais quelqu'un qu'ils avaient peur de contrarier. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais insulté personne. Je n'avais pas dit une seule chose cruelle. J'avais simplement agi dans le cadre de mes droits. Papa a pointé son doigt vers moi, le visage crispé par la fureur. Tu fais une énorme erreur, a-t-il dit. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les problèmes. Je les regardais calmement. Je les regardais calmement. C'est comme ça que les contrats fonctionnent, ai-je dit. Et la salle s'est mise à bourdonner d'énergie nerveuse. Les gens ont commencé à se parler les uns aux autres. Les questions fusent. Qu'en est-il des acomptes? Qu'en est-il de la date? Et les invités? Personne ne m'a demandé ce que je ressentais. Personne n'a demandé pourquoi on en était arrivé là. Ils étaient trop occupés à se démener pour protéger ce qu'ils étaient sur le point de perdre. Maman m'a attrapé le bras, fermement. S'il te plaît, comme ça. J'ai doucement dégagé mon bras. Je ne crie pas, virgule. Ai-je dit calmement. Je n'insulte personne. Je choisis simplement de ne pas financer un événement auquel je n'ai pas le droit d'assister. Cette phrase était suspendue dans l'air, indéniable. Lila trouva enfin sa voix. Athéna, dit-elle, les yeux écarquillés par la peur. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Je l'avais déjà fait. La vérité s'est imposée lentement à tous les autres. Ce n'était pas du bluff. Il ne s'agissait pas d'une explosion émotionnelle qui pouvait être apaisée et réorientée. Il s'agissait d'une limite, clairement tracée. L'atmosphère dans la pièce est passée d'un silence stupéfait à une anxiété brute. Les gens chuchotent. Des téléphones sont sortis. Quelqu'un a parlé d'appeler directement la salle. Quelqu'un d'autre a demandé si cela pouvait être réglé discrètement. Je n'ai rien dit de plus. Je n'en avais pas besoin. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai fait un pas vers la porte, me sentant plus légère à chaque mouvement. Derrière moi, la salle bourdonnait de peur et de confusion. Le genre de choses qui se produisent lorsque les gens réalisent que le sol sous lequel ils se trouvent n'est pas aussi solide qu'ils le croyaient. Alors que j'attrapais ma coopérative, je savais que chaque personne présente se souviendrait différemment de cette journée. Pour eux, c'est le moment où tout a commencé à s'effondrer. Pour moi, c'est le moment où j'ai cessé de tenir le coup pour les autres. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé l'air frais de la nuit m'envahir, m'arrêtant juste assez longtemps pour le respirer, régulier et réel. Derrière moi, les voix s'élevaient à nouveau, plus aiguës maintenant, empreintes d'urgence. Je suis sortie et j'ai refermé la porte doucement, laissant le bruit derrière moi. Sachant que ce que j'avais fait était irréversible et que les conséquences commençaient à peine à se faire sentir. L'air froid m'a frappé le visage comme une remise à zéro. Je suis resté un moment sous le porche, la main toujours posée sur la poignée de la porte, écoutant le chaos étouffé qui régnait à l'intérieur. Les voix se chevauchaient maintenant, plus nettes et plus fortes qu'auparavant. Le silence calme que j'avais créé avait disparu, remplacé par la panique qui se répandait à travers les murs en vagues irrégulières. Je pouvais entendre papa clairement, même à travers la porte. Sa voix portait quand il était en colère. Il l'avait toujours fait. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas précipité vers ma voiture. Je suis resté là et je me suis laissé respirer, lentement et régulièrement, m'ancrant dans la réalité de ce que j'avais choisi. Pour la première fois de la soirée, je me suis sentie pleinement présente dans mon corps, consciente de mes pieds contre le bois. Du froid sur ma peau, de la force tranquille qui s'installait dans ma poitrine. Et la porte s'est ouverte derrière moi. David est sorti sous le porche, le visage rougi, le regard dur. Il n'a pas pris la peine de baisser la voix. Il m'a dit que je détruisais l'avenir de Léla. Que j'étais égoïste. Et elle a dit que je punissais tout le monde parce que je n'arrivais pas à surmonter mon passé. Chaque mot était lourd à porter. Il voulait me blesser, me pousser à reprendre le rôle que j'avais toujours joué. J'ai écouté sans l'interrompre. J'avais passé toute ma vie à écouter. Maman l'a suivi, les larmes coulant sur son visage, ses mains tremblant. Elle m'a tendu la main, puis a reculé, comme si elle avait peur de franchir une autre ligne invisible. Elle m'a supplié d'arrêter. Elle m'a demandé de penser aux invités, à l'embarras, à ce que les gens diraient.
Elle m'a répété que ce n'était pas le moment, pas l'endroit, pas devant tout le monde. À l'intérieur de la maison. Les voix de la famille Doyle s'intensifiaient. J'ai entendu Patrick demander à quelqu'un si la cérémonie était vraiment annulée. Une autre voix posait des questions sur la date, le programme, les acomptes. Les questions venaient vite maintenant, pratiques et urgentes, dépourvues de toute préoccupation pour les sentiments ou l'équité. Il ne s'agissait plus de la famille. Il s'agissait de limiter les dégâts. Je suis resté là, les mains le long du corps. Ma posture s'est détendue d'une manière qui m'a surpris moi-même. Je ne me suis pas l'expliqué. Je n'ai pas justifié mes actes. J'avais appris depuis longtemps que les explications ne faisaient que donner aux gens plus d'angle d'attaque. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Papa s'est rapproché de moi d'un pas. Son doigt est pointé. Sa mâchoire est serrée. Il m'a dit que je faisais une scène. Il m'a dit que ce n'était pas ainsi que les familles géraient les conflits. Il m'a dit que j'agissais par dépit. J'ai croisé son regard. J'ai dit calmement que j'agissais par respect pour moi-même. Cela n'a fait qu'augmenter sa colère. Les sanglots de maman s'intensifient. Elle m'a demandé comment je pouvais faire cela à ma propre sœur. Elle m'a demandé si je comprenais ce que cela signifierait pour Léla. Elle m'a demandé si je pouvais vivre avec moi-même en sachant que j'avais gâché quelque chose d'aussi important. J'ai senti ce tiraillement familier dans ma poitrine, l'instinct de la réconforter, d'arranger les choses, de prendre le blâme pour que le bruit s'arrête. Pendant un bref instant, j'ai failli lui tendre la main. J'ai failli m'excuser. J'ai failli me replier dans la forme qu'ils attendaient. Puis je me suis souvenu de la salle remplie de gens qui avaient regardé papa me dire que je ne comptais pas. Je me suis souvenu de la façon dont personne n'avait parlé. Je me suis souvenu qu'il leur avait été facile de m'effacer, alors je suis resté immobile. À l'intérieur de la maison, la tension est montée d'un cran. Les gens se déplaçaient rapidement. Les téléphones étaient collés aux oreilles, les chuchotements se transformaient en échanges vifs. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut qu'on règle ça. Quelqu'un d'autre a dit qu'il fallait rappeler la salle. Quelqu'un d'autre a dit, Athéna ne peut pas faire ça. Cette dernière phrase résonnait étrangement dans mon esprit. Je ne peux pas. Comme si mon rôle était encore en cours de négociation. Lila est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, les yeux écarquillés et affolés. Elle semblait plus petite. D'une certaine manière. Plus jeune, dépouillée de l'assurance qu'elle avait affichée plus tôt dans la soirée. Elle s'est avancée sous le porche, son fiancé la suivant de près, l'expression crispée par l'inquiétude. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois, non pas comme sa sœur, mais comme un obstacle. Athéna, dit-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais lui donner l'occasion de dire autre chose, de me demander comment j'allais, de dire à papa d'arrêter, de reconnaître ce qui venait de se passer dans cette maison. Elle ne l'a pas fait. A eu lieu de cela, elle s'est approchée d'un pas, les mains tremblantes. Elle m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce n'est pas la colère qui m'a envahi. C'était de la compréhension. Claire, nette et sans équivoque. Dans cette simple question, j'ai vu exactement où j'en étais. Lila n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur de perdre son mariage. Peur des inconvénients. Peur de la perturbation. Peur que l'histoire évolue d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'y l'ai regardé et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Quelque chose de définitif. Je lui ai dit que j'avais déjà fait ce que j'avais à faire. Elle m'a regardé fixement, l'incrédulité se dessinant sur son visage. Tu ne peux pas laisser les choses en l'état, a-t-elle dit. Il faut que tu arranges les choses. J'ai secoué lentement la tête. Je ne vais rien arranger ce soir. Son fiancé s'est déplacé derrière elle, mal à l'aise. Il a demandé, prudemment, s'il y avait une chance que cela puisse être résolu calmement, si nous pouvions parler en privé, si tout cela n'était peut-être qu'un malentendu. Je ne lui ai pas répondu. Ce n'était pas à lui de mener cette conversation. David est intervenu à nouveau, se plaçant légèrement en face de Lila. Comme pour la protéger. Il m'a dit que je dramatisais. Il m'a dit que je faisais exprès de blesser les gens. Et elle m'a dit que ce que je pensais prouver ne valait pas la peine d'être endommagé. Je me suis senti fatiguée à ce moment-là. Pas faible, juste fatiguée de porter la peur des autres sur mon dos. J'ai dit que je partais. Maman a pleuré plus fort. Elle m'a demandé où je pensais aller. Elle m'a dit que nous étions une famille.
Elle a dit qu'il fallait qu'on en parle. Je lui ai dit que nous avions assez parlé. J'ai descendu lentement les marches du Porsche, sentant chaque mouvement, chaque respiration. Derrière moi, les voix s'élevaient à nouveau, se chevauchant et pressantes. Papa a appelé mon nom. Maman m'a appelé. Lila a prononcé mon nom. Aucune d'entre elles ne l'a appelé avec inquiétude. J'ai atteint ma voiture et l'ai déverrouillée, le son familier m'a rappelé à la réalité. Je me suis glissée sur le siège du conducteur et j'ai fermé la portière, coupant complètement le bruit. Pendant un moment, je suis restée assise, les mains sur le volant, le regard fixé devant moi. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Des textos. Appels manqués. Des notifications qui s'empilaient plus vite que je ne pouvais les lire. J'ai retourné le téléphone sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. En m'éloignant du trottoir, j'ai aperçu la maison dans mon rétroviseur latéral. Les lumières s'allumaient. Des ombres se déplaçant frénétiquement derrière les rideaux. Une famille se démenant pour reprendre une histoire qui lui avait échappé. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais lucide. En conduisant dans les rues tranquilles, j'ai repensé à la question de Lila. Que fais-tu ensuite? J'ai été frappée de voir à quel point cette question était révélatrice. Pas ce que vous ressentez. Pas ce qui va bien. Juste ce qui vient ensuite dans le plan. C'est à ce moment-là que j'ai accepté quelque chose que j'avais évité pendant des années. Ma sœur avait peur de perdre son mariage. Elle n'avait pas peur de me perdre. Une fois que j'ai compris cela, je n'ai plus pu m'en défaire. Cette prise de conscience est restée en moi longtemps après que les lampadaires se soient estompés devant mon pare-brise. Je conduisais sans but précis, laissant la mémoire musculaire me guider sur des routes familières. Mes pensées étaient plus calmes maintenant. Plus lourdes, mais plus honnêtes. La colère que j'attendais n'est jamais arrivée. À la place, j'ai ressenti une profonde tristesse. Pas brutale. Pas dramatique. Juste constante et indéniable. À un feu rouge, j'ai appuyé brièvement mon front sur le volant et j'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Lila petite fille, traînant derrière moi au parc, me demandant de la pousser plus haut sur la balançoire. Je me suis souvenu de la férocité avec laquelle je l'avais protégée à l'époque, à quel point cela m'avait semblé naturel. Quelque part, cette loyauté était devenue unilatérale, et j'étais trop occupée à être compréhensive pour m'en rendre compte. Mon téléphone a de nouveau sonné, vibrant doucement contre le siège. Je n'ai pas regardé. Je savais déjà de quoi il s'agissait. De la panique, déguisée en inquiétude. Des exigences déguisées en devoir familial. Rien de tout cela ne changerait ce qui avait été dit, ou ce qui n'avait pas été dit, au moment le plus important. Lorsque je me suis finalement arrêtée sur un parking vide près de la rivière, j'ai coupé le moteur et me suis assis dans l'obscurité. Le silence m'enveloppait, sans être menaçant, mais solide. Pour la première fois cette nuit-là, je me suis laissé aller à ressentir tout le poids de la situation, la perte d'une illusion. La fin de l'espoir que le silence puisse être synonyme d'amour. J'ai alors réalisé que la suite serait difficile, mais qu'elle serait honnête. Et l'honnêteté, même lorsqu'elle fait mal, est plus légère à porter que les faux-semblants. J'ai pris une longue inspiration, j'ai relevé la tête et je suis restée assise jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Et la panique s'était dissipée derrière moi. Ce qui restait, c'était la détermination, calme et inébranlable, attendant l'étape suivante. Cette étape suivante est arrivée discrètement, non pas avec une nouvelle confrontation, mais avec la vibration régulière de mon téléphone sur le comptoir de la cuisine le lendemain matin. J'avais à peine dormi. J'ai traversé mon appartement en pilote automatique, préparant le café, ouvrant les stores, laissant entrer une matinée grise de l'Ohio qui correspondait à mon état d'épuisement. Lorsque j'ai vu le nom de papa s'afficher sur l'écran. Quelque chose en moi n'a pas tressailli comme avant. Je n'ai pas répondu. J'ai d'abord écouté la boîte vocale. Puis un autre appel. Puis un texte. Ces messages changeaient de ton à chaque tentative. À eu début, il avait l'air ferme, presque raisonnable, me disant que nous devions parler comme des adultes. Puis ses mots se sont durcis. Il a dit que j'avais dépassé les bornes. Il a dit que je mettais la famille dans l'embarras. Il a dit que je mettais Léla dans une situation impossible. En fin de matinée, son langage a encore changé. Il a dit que j'allais le regretter. Il a dit qu'on parlait déjà d'avocat. Il a dit que je n'avais pas le droit de faire ce que j'avais fait. J'ai lu chaque message lentement, mon café restant intact à côté de moi.
Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas la menace elle-même, mais l'impression de familiarité qu'elle me procurait. C'est ainsi que le contrôle s'était toujours manifesté dans ma vie. Calme quand j'obéissais. Quand je ne le faisais pas, maman a appelé ensuite. Sa voix était fluette, épuisée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça. Elle m'a dit que papa était furieux. Elle m'a dit que je ne comprenais pas à quel point cela pouvait être grave. Elle a dit que les poursuites judiciaires détruisaient les familles, comme si la famille n'avait pas déjà décidé de mon rang. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompue. Lorsqu'elle s'est finalement arrêtée, attendant que je m'adoucisse, je lui ai dit que je comprenais exactement la gravité de la situation. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement la gravité de la situation. Puis je lui ai dit que j'avais déjà pris rendez-vous avec un avocat. Il y a eu un silence au bout du fil. Pas de soulagement. Pas d'inquiétude. Juste un choc. Maman n'avait jamais imaginé que je franchirais ce pas. Papa non plus. Le cabinet de Grant Holloway se trouvait au centre-ville, dans un bâtiment qui sentait légèrement le papier et le bois poli, le genre d'endroit qui donne une impression d'officialité dès qu'on y entre. Assis dans la salle d'attente, j'ai ressenti pour la première fois une lueur de doute. Et si papa avait raison? Et si quelque chose m'avait échappé? Et si toutes ces années où l'on m'avait dit que j'étais dramatique m'avaient finalement rendu téméraire? Grant me salue d'une poignée de main ferme et me conduit dans son bureau. Il m'a demandé de reprendre les choses depuis le début. Non pas le soir de la confrontation, mais des années auparavant. Les fiançailles auxquelles j'avais mis fin, la réaction de ma famille, l'organisation du mariage, les contrats, les appels téléphoniques, j'ai parlé longtemps. Grant m'a écouté sans me brusquer. Il a posé des questions qui m'ont fait réfléchir différemment. Qui a signé les contrats? Qui a effectué les paiements? Qui était le client? Chaque réponse m'a fait réfléchir un peu plus. Lorsque j'ai eu terminé, il s'est penché en arrière et a respiré. Athéna, dit-il, vous êtes légalement protégée ici. Les contrats sont clairs. Vous êtes la seule titulaire du compte. Vous avez exercé un droit explicitement inscrit dans l'accord. Je lui ai demandé de le répéter, plus lentement. Il l'a fait. Personne ne peut vous obliger à financer un événement privé. Le fait d'être parent ne crée pas d'obligation financière. Le fait d'être exclu renforce votre position. Il ne l'affaiblit pas. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une pression que j'avais supportée sans la nommer. Et elle m'a dit de tout mettre par écrit, de ne plus m'engager émotionnellement, de le laisser s'occuper de toute nouvelle menace si elle s'intensifiait. Il m'a dit que parfois, la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. En sortant de son bureau, j'ai réalisé à quel point il était rare que quelqu'un examine ma situation sans parti pris, sans histoire familiale, sans attente, juste des faits. Cet après-midi-là, les confirmations ont commencé à arriver. Nora Feldman m'a d'abord envoyé un courriel professionnel, poli et clair. Tous les services de planification sous mon nom avaient été officiellement suspendus. Aucune autre coordination n'aurait lieu sans mon autorisation. Rachel Boone a suivi. Riverside Hall a pris acte de la pause. Aucun solde ne serait traité. Le lieu était marqué en attente jusqu'à nouvel ordre. J'ai lu chaque courriel 2 fois. Puis une fois de plus, laissant les mots s'imprégner de la situation. Il y avait quelque chose de profondément valorisant dans le fait de voir les choses écrites. Pas des opinions. Pas des sentiments. Une confirmation. J'ai tout transmis à mon père. Il m'a répondu rapidement, avec colère et dédain. Il m'a accusé de me cacher derrière la paperasse. Il m'a dit que les artifices juridiques ne changeaient rien au fait que je faisais du mal à ma propre famille. Et elle m'a dit que ce n'était pas fini. Mais les menaces avaient perdu de leur poids. 2 jours plus tard, papa s'est présenté à l'improviste à mon appartement. Il s'est tenu devant ma porte comme s'il y avait encore de l'autorité. Lorsque je l'ai ouverte, son expression était rigide, contrôlée. Mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Il m'a dit qu'il avait parlé à quelqu'un. Il m'a dit que je patinais sur de la glace fine. Il m'a dit que les juges ne voyaient pas d'un bon œil les personnes qui sabotent les événements familiaux. J'ai écouté. Puis je lui ai dit que j'avais parlé à mon avocat. C'est à ce moment-là que son assurance s'est effondrée. Et elle a demandé qui était l'avocat. Il a demandé ce qui avait été dit exactement. Il m'a demandé si j'étais sûr de moi. Les questions étaient rapides, urgentes, dépourvues de toute certitude. Je lui ai dit la vérité.
Que légalement, il ne pouvait rien faire. Que j'avais agi dans le cadre de mes droits. Mais s'il continuait à me menacer, mon avocat réagirait officiellement. Pour la première fois de ma vie, papa n'a pas répliqué. Il est resté là, silencieux, cherchant sur mon visage la version de moi qui finirait par céder. Elle n'est pas apparue. Il est parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé. Mon téléphone posé à côté de moi, l'appartement silencieux autour de moi. J'ai relu les courriels, non pas parce que j'avais besoin d'être rassurée, mais parce que je voulais me souvenir de ce sentiment. Pour la première fois, la vérité ne dépendait pas de celui qui parlait le plus fort. Pour la première fois, l'autorité n'appartenait pas à la personne qui intimidait Best. Pour la première fois, je n'avais pas tort simplement parce que quelqu'un de plus âgé me l'avait dit. Et la loi ne se souciait pas de la déception de papa. Les contrats ne reconnaissaient pas la culpabilité. Les faits étaient là où ma famille ne l'était pas. Je me suis penchée en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé cette prise de conscience s'installer en moi. Les retombées émotionnelles étaient encore à venir, mais cette partie était terminée. Pour la première fois de ma vie, la vérité me soutenait. Cette certitude tranquille m'a suivi dans les jours qui ont suivi. Alors que tout le reste devenait plus bruyant. Le groupe de discussion familiale a explosé moins d'une heure après que papa a quitté mon appartement. Mon téléphone s'est allumé à plusieurs reprises sur la table basse, l'écran clignotant avec des noms et des notifications que je n'ai pas ouvertes tout de suite. J'y connaissais déjà le ton avant même d'avoir lu un seul mot. J'avais grandi dans ce ton. Lorsque j'ai finalement décroché le téléphone ce soir-là, j'ai fait défiler lentement les messages, les laissant se dévoiler dans l'ordre. Les premiers venaient de proches qui avaient été présents dans la chambre cette nuit-là. Des phrases courtes et nettes. Des phrases confuses mais accusatrices. Des gens qui me demandaient ce que je pensais faire. Des gens qui disaient que c'était aller trop loin. Quelqu'un a écrit que les problèmes familiaux devaient rester privés. Quelqu'un d'autre a dit que j'avais humilié papa devant tout le monde. Puis les messages sont passés de la confusion au jugement. Une tante a dit que j'étais égoïste. Un cousin a dit que je prenais le mariage en otage. Quelqu'un a écrit que je punissais Léla pour des erreurs qui faisaient déjà partie du mélange. Le passé. Les mots se sont empilés les uns sur les autres, formant une histoire familière. Pas ce qui s'est passé. Pas ce qui m'a été dit. Juste l'inconvenance de ma réaction. J'ai alors remarqué quelque chose qui m'a serré la poitrine. Aucun message ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a dit qu'il était désolé pour ce que papa avait dit. Personne ne s'est demandé si m'exclure avait été une erreur. La tension était unanime et immédiate. Régler ce problème. Faire en sorte que cela s'arrête. Remettre les choses en place pour que tout le monde puisse respirer à nouveau. J'ai continué à faire défiler les pages. Léla a finalement pris la parole sur le chat quelques heures plus tard. Son message était long et émouvant, plein de points d'exclamation et de frustration. Elle a écrit qu'elle était dévastée. Qu'elle se sentait trahie. Mais elle ne m'avait jamais demandé de faire ça, que j'avais gâché ce qui était censé être la période la plus heureuse de sa vie. Et que la lecture de ces mots la blessait d'une manière silencieuse et ennuyeuse. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle n'a jamais reconnu une seule fois pourquoi cela s'était produit. Elle ne mentionnait pas l'annonce de son père, ne reconnaissait pas l'humiliation subie, se contentant de parler de la perte, qu'elle considérait comme la sienne. Papa a envoyé un message peu de temps après. Il était bref. Il a dit qu'il était déçu par moi. Il a dit qu'il s'attendait à mieux. Il m'a dit que si je tenais vraiment à ma famille, je reviendrais sur ma décision et cesserais de créer des divisions. J'ai regardé son message pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, les messages privés ont commencé. Ils arrivaient discrètement, un par un, séparés du chat de groupe. Une cousine plus âgée que j'avais toujours appréciée m'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais blessée. Elle m'a dit qu'elle avait voulu dire quelque chose ce soir-là. Mais qu'elle était restée figée. Un autre membre de la famille a écrit, le père était allé trop loin, mais le confronter aurait provoqué le chaos. Quelqu'un d'autre a admis qu'il avait toujours pensé que j'étais traitée injustement, mais qu'il était plus facile de ne pas s'en mêler. Chaque message suivait le même schéma. Et la sympathie va de pair avec la distance. La compréhension associée à l'inaction. Je les ai tous lus attentivement. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils semblaient soulagés de parler en privé, comme si reconnaître la vérité à voix haute, même dans un texte, était un risque qu'ils devaient gérer avec soin.
Leur honnêteté avait des limites. Leur soutien était assorti de conditions. Le troisième jour, le chat du groupe a pris une tournure peu glorieuse. Des mots comme dramatique et vindicatif sont apparus. Quelqu'un a suggéré que j'aimais jouer les victimes. Quelqu'un d'autre a laissé entendre que j'utilisais l'argent pour contrôler les gens. J'ai posé mon téléphone et je me suis éloigné. Lorsque je suis revenu plus tard dans la soirée, j'ai reçu un nouveau message de maman qui m'était directement adressé. Il était bref. Elle m'a écrit que je n'avais pas besoin de gagner comme ça. J'étais censée perdre avec grâce pour le bien de la paix. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone dans les mains, et je me suis laissé aller à ressentir pleinement ce message. Ce message a clarifié quelque chose que je n'avais jamais pu exprimer auparavant. Ma famille ne cherchait pas l'équité. Elle n'était pas intéressée par la vérité, la responsabilité ou la réparation. Elle voulait le calme. Il voulait l'apparence de l'harmonie. Même si cela nécessitait que quelqu'un d'autre avale les dégâts. Il voulait que je me fasse à nouveau toute petite pour que tout redevienne normal. J'ai alors réalisé combien de fois j'avais fait exactement cela. Je me suis sentie mal à l'aise. Combien de fois on m'avait félicité pour ma maturité, ma compréhension et ma facilité. Cette fois, je n'ai rien fait. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas corrigé le récit. Je n'ai rien fait. Ce n'était plus quelque chose qui jouait contre moi. Cette fois, cela a fonctionné pour moi. J'ai coupé le son de la discussion de groupe. Le téléphone m'a semblé plus léger dans la main une fois que le bruit a cessé. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi à la différence entre la paix et le silence, à la façon dont ces deux choses sont souvent confondues, en particulier dans les familles qui craignent le conflit plus que le mal. J'ai alors compris que ce qu'ils voulaient, ce n'était pas une résolution. C'était le rétablissement du confort. Et pour la première fois, j'ai su que je n'étais plus prête à payer ce prix. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit, j'ai éteint la lumière et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi, stable et honnête. Je savais que tout ce qui viendrait ensuite devrait exister sans que je m'y soumette. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Mon esprit ne cessait de repasser des fragments de messages, pas les plus durs, mais les plus doux, ceux qui disaient « je comprends », mais ceux qui disaient « tu as raison, mais s'il te plaît, ne m'implique pas ». Ces mots sont restés plus longtemps que les accusations parce qu'ils révélaient quelque chose de plus profond. Ils m'ont montré combien de personnes avaient vu le déséquilibre depuis le début et avaient choisi le confort plutôt que le courage. Un peu après minuit, j'ai repris mon téléphone. Non pas pour répondre, mais pour relire. Je voulais m'assurer que je ne me faisais pas d'idées, que je ne déformais pas leurs paroles pour justifier ma distance. Mais le schéma était sans équivoque. Chaque message revenait à la même attente, à savoir que je devais absorber les dégâts en silence pour que tous les autres puissent passer à autre chose sans être touchés. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec d'autres notifications. Je ne me suis pas précipitée pour les vérifier. Je me suis douchée, habillée et j'ai préparé le petit déjeuner, des routines simples qui m'ont ancrée dans le présent. Lorsque j'ai finalement rouvert le chat du groupe, le ton avait encore changé. Il y avait maintenant des tentatives de compromis, des suggestions que papa avait peut-être parlé trop durement, mais qu'il voulait bien faire. Après tout, je pourrais assister au mariage si je m'excusais. Peut-être pourrions-nous oublier la question de l'argent et nous concentrer sur la famille. En lisant ces messages, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la colère, mais de la clarté. Ils étaient prêts à réécrire le passé, à condition de ne pas avoir à l'affronter. Les mots de mon père étaient adoucis. Ma réaction était recadrée comme étant excessive. Le mal originel était lentement effacé au profit d'une version des événements plus facile à digérer. J'ai alors réalisé à quel point la vérité devient souvent négociable lorsqu'elle menace la structure sur laquelle les gens s'appuient. J'ai reçu un autre message privé d'une personne que j'avais toujours respectée. Elle m'a écrit qu'elle admirait ma force et qu'elle aurait aimé faire quelque chose de semblable il y a des années. Elle a ajouté qu'elle espérait que je finirais par faire la paix. Car s'accrocher au ressentiment ne fait que vous blesser. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré. Ce n'était pas de la rancœur que je gardais. C'était un souvenir. Je n'étais pas en colère parce que j'avais apprécié. J'étais claire parce que je m'étais enfin autorisée à me souvenir sans hésiter, à me souvenir de ce que l'on ressentait lorsqu'on était blâmé pour avoir été trahi, lorsqu'on était étiqueté comme un problème, lorsqu'on refusait de tolérer le manque de respect, lorsqu'on était exclu et ensuite critiqué pour ne pas l'avoir accepté avec grâce. Cet après-midi-là, maman a essayé d'appeler à nouveau. Mais comme je savais que la conversation ne porterait pas sur moi,
Il s'agirait d'arrondir les angles, de me convaincre de plier juste assez pour que la tension s'apaise. J'en avais assez de plier. Plus tard, j'ai fait une longue promenade dans mon quartier. L'air était vif, le genre d'air qui vous réveille au plus profond de vos os. En marchant, j'ai pensé à la façon dont on enseigne souvent aux femmes que le maintien de la paix est une vertu, même si c'est au prix du respect de soi, à la façon dont le silence est loué comme une maturité, à la façon dont l'endurance est prise pour de l'amour. Je me suis arrêté au bord de la rivière et je suis resté là un moment, à regarder l'eau avancer régulièrement, sans être dérangé par le bruit derrière elle. J'ai été frappé par le caractère naturel de ce mouvement. Un mouvement sans excuse. Une direction sans explication. Lorsque je suis rentré chez moi, mon téléphone était silencieux. La discussion de groupe s'était ralentie. Les gens avaient dit ce qu'ils avaient à dire. La tempête s'était éteinte d'elle-même. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. Quel a été le moment où j'ai compris quelque chose de fondamental à propos de ma famille? Ils ne me demandaient pas de guérir. Ils me demandaient de disparaître juste assez pour rétablir leur confort. Et cette fois, j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir, je me suis servi un verre d'eau et je suis resté là, dans le calme de mon propre espace. Il y avait de la tristesse dans cette prise de conscience, certes, mais aussi du soulagement. Parce qu'une fois que vous voyez clairement le schéma, vous cessez de remettre en question votre propre réaction. Je n'essayais pas de gagner. J'essayais d'arrêter de me perdre. À fur et à mesure que la soirée s'installait, j'ai senti une calme résolution s'installer. Le bruit reviendrait. La pression reviendrait sous de nouvelles formes, mais je savais maintenant ce que je ne voulais pas céder. Mon silence n'était plus une capitulation. Le mariage a quand même eu lieu. Je l'ai appris de la manière dont la plupart des choses semblent se produire maintenant. Tranquillement. J'ai reçu une notification que je ne me suis pas empressé d'ouvrir. Un message d'une tante dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Elle écrivait que la date était restée la même, mais que le lieu avait changé. Tout avait été réduit. Elle a ajouté un emoji cœur, puis l'a effacé. Puis elle a envoyé un nouveau message qui disait simplement « J'espère que tu vas bien ». Je l'ai lu une fois et j'ai posé mon téléphone. Les jours précédents, j'avais imaginé le mariage comme un événement imminent, quelque chose de lourd et d'inévitable. J'avais pensé que cela ressemblerait à un compte à rebours, chaque heure apportant une nouvelle vague de regrets ou de chagrin. Au lieu de cela, les jours ont passé avec un calme surprenant. Je suis allé travailler. J'ai répondu aux courriels. J'ai préparé le dîner. J'ai dormi toute la nuit. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt sans le vouloir. La lumière de la fenêtre était douce et pâle. Pendant un moment, je suis resté immobile. Écoutant le silence de mon appartement. Pas de précipitation, pas d'horaire, pas d'obligation d'être ailleurs que là où je me trouvais. J'ai fait du café et je suis resté près de la fenêtre pendant qu'il infusait, en regardant une voisine promener son chien sur le trottoir. C'était comme n'importe quel autre samedi. Cette prise de conscience s'est faite en douceur, sans drame. Plus tard dans la matinée, mon téléphone a sonné, un message groupé de parents qui étaient déjà sur place. Quelqu'un a dit que la circulation était mauvaise. Quelqu'un s'est plaint du temps qu'il faisait. Quelqu'un a demandé si quelqu'un avait déjà vu le fleuriste. J'ai mis le fil de discussion en sourdine sans l'ouvrir complètement. Je ne me suis pas senti en colère. Je ne me suis pas senti exclu. Je me suis senti exclu. Vers midi, j'ai reçu une photo d'un cousin. Elle montrait une petite salle de cérémonie. Des chaises disposées les unes à côté des autres. Une arche simple. Rien d'extravagant. J'ai remarqué l'absence des détails que j'avais autrefois soigneusement sélectionnés. Les sièges améliorés, l'éclairage personnalisé, les éléments qui avaient nécessité des semaines de planification et de coordination. J'ai étudié la photo pendant quelques secondes, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je m'attendais à ressentir quelque chose de fort à ce moment-là, une douleur, un désir soudain d'être là, même après tout. A eu lieu de cela, j'ai ressenti de la distance, comme si je regardais un endroit où j'avais vécu, que je reconnaissais sans le regretter. Cet après-midi-là, j'ai fait des courses. J'ai fait des courses. Je me suis arrêté à la quincaillerie pour acheter des ampoules, des choses ordinaires, des choses qui ancrent. À un moment donné, alors que je faisais la queue, j'ai réalisé à quel point il était étrange que je ne pense pas du tout à la cérémonie. Ni aux vœux, ni à la descente de l'allée. Ni à la question de savoir si Léla était heureuse.
Ce n'est pas que je ne me souciais pas d'elle. C'est que j'avais cessé de mesurer ma valeur par ma présence. En fin d'après-midi, une autre photo est arrivée. Lila dans sa robe. Souriante, mais tendue. Ses épaules se soulèvent légèrement. Comme lorsqu'elle est accablée. Papa se tenait à côté d'elle sur un cliché. Son expression est raide, performante. Maman ne souriait pas du tout. J'ai regardé les images sans zoomer, sans les repasser, sans me chercher dans les marges. Je n'ai pas réagi. Et la cérémonie s'est déroulée à un endroit où je n'étais pas. À un moment que je n'ai pas marqué. J'imagine que des mots ont été prononcés sur l'amour, l'engagement et la famille. J'imagine que les gens ont applaudi. J'imagine que le gâteau a été coupé. J'imagine des rires qui semblaient un peu forcés. Rien de tout cela ne m'est parvenu. Ce soir-là. Je me suis préparé un dîner. Quelque chose de simple. Des pâtes à l'huile d'olive et à l'ail. J'ai mangé au comptoir, en faisant défiler une recommandation de livres sur ma tablette. Le soleil descendait par la fenêtre, peignant la pièce d'une lumière chaude. À un moment donné, j'ai réalisé que le mariage devait être terminé. La pensée est venue et a disparu sans fanfare. Plus tard, j'ai reçu un message de maman. Elle m'a écrit que tout s'était bien passé. Elle a dit que Léla était belle. Elle disait qu'il était dommage que les choses aient tourné de cette façon. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. J'ai lu le message une fois et j'ai mis le téléphone de côté. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas arpenté l'appartement et je n'ai pas revu les conversations. Je ne me suis pas imaginé là, debout au bord de la pièce, souriant poliment, faisant comme si rien ne s'était passé. Je me suis couché tôt. Alors que j'étais allongé dans le noir. J'ai réfléchi au nombre d'années pendant lesquelles j'avais cru que l'exclusion me briserait, que le fait de manquer une étape importante laisserait une blessure permanente, que le fait de ne pas se montrer effacerait en quelque sorte ma place dans la famille. Ce que j'ai appris à la place était plus silencieux et plus profond. La douleur que j'avais redoutée appartenait à une version de moi-même qui croyait encore que le sacrifice serait récompensé. Cette version de moi était déjà partie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec quelques photos supplémentaires, une photo de groupe, une table avec des centres de table simples, un gâteau qui semblait avoir été choisi à la hâte. Je les ai fait défiler sans m'arrêter. J'ai alors remarqué quelque chose d'autre. Je n'avais pas de douleur dans la poitrine. Pas de sentiment d'affaissement. Pas de regret. Juste de l'espace. Je suis allée me promener ce matin-là, l'air était frais et clair. En traversant le quartier, j'ai pensé au rôle que j'avais joué pendant la majeure partie de ma vie. Celle qui s'adaptait, celle qui comblait les lacunes, celle qui payait, émotionnellement et autrement, pour que les choses puissent avancer en douceur. Ce rôle n'est plus adapté. Debout à un passage clouté, attendant que le feu change, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement auquel je ne m'attendais pas une fermeture au sens dramatique du terme, juste la compréhension que quelque chose s'était terminé naturellement, sans que j'aie besoin d'y consentir. J'ai traversé la rue et j'ai continué à marcher, le pas léger, les pensées stables. Lorsque je suis rentré chez moi, le mariage me semblait lointain, faisant déjà partie du passé, non. Pas quelque chose que j'avais perdu, mais quelque chose dont je m'étais éloigné. Dans cette prise de conscience tranquille, j'ai compris que je n'étais plus la personne qui devait se sacrifier pour que tout le monde soit à l'aise. Ce chapitre de ma vie s'était refermé. Doucement mais fermement, et je ne ressentais pas le besoin de le rouvrir. Les mois ont passé après le mariage, sans cérémonie. Pas de retombées dramatiques, pas de grandes excuses, juste une distance qui s'installe, couche par couche, comme la poussière après une tempête. Au début, j'attendais quelque chose, un appel de papa admettant qu'il était allé trop loin, un message de maman reconnaissant la blessure, une note plus longue de Lila allant au-delà des formules de politesse et des préoccupations de surface. Rien de tout cela n'est venu. Papa n'a pas tendu la main à nouveau, pas une seule fois. Pas d'explication, pas d'excuse. Pas de tentative de recadrer ou de justifier ce qu'il avait dit cette nuit-là. Il a choisi le silence comme il l'avait toujours fait lorsqu'il était confronté à quelque chose qui remettait en cause son autorité. Faire comme si rien ne s'était passé. Aller de l'avant. Laisser le temps faire le travail d'effacement. Maman appelait de temps en temps. Sa voix était prudente, mesurée, comme si nous étions des connaissances naviguant dans une conversation polie au lieu d'une mère et d'une fille, portant des années d'histoire tacite. Elle me posait des questions sur mon travail, commentait le temps qu'il faisait, mentionnait une recette qu'elle avait essayée. Elle n'a jamais évoqué le mariage.
Elle ne m'a jamais demandé comment cette nuit m'avait affecté. C'était comme si le sujet lui-même était trop dangereux pour être abordé, comme si le fait de le reconnaître pouvait faire craquer quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Lila a envoyé un message une fois. Quelques semaines après le mariage. Elle a écrit que la vie de couple était bien remplie, qu'elle espérait que j'allais bien, que les choses lui manquaient. Je l'ai lu lentement, en remarquant ce qui n'y figurait pas de responsabilité, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, pas de curiosité à l'égard de mes sentiments, juste la nostalgie d'une version de notre relation qui exigeait que je reste calme et conciliant. Je n'ai pas répondu. Et ce qui m'a surpris, c'est à quel point cela m'a semblé naturel. Je ne me suis pas sentie cruelle. Je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie alignée. Pendant des années, j'ai cru que le maintien de la connexion nécessitait un effort constant de ma part. Que la distance était une chose à craindre. Que le silence était synonyme d'abandon. Mais maintenant, le silence me semblait différent. Je le ressentais comme un espace. De la place pour respirer. Sans la tension constante de l'anticipation de la prochaine interaction familiale, mes journées s'installaient dans un rythme plus calme. Je me réveillais sans ce nœud familier dans l'estomac. J'ai cessé de répéter les conversations dans ma tête. J'ai cessé de m'attendre à des critiques subtiles ou à une déception déguisée en inquiétude. Je me suis concentrée sur mon travail, sur des routines qui manqueraient, sur des relations qui ne nécessitaient pas d'explications ou d'excuses. J'ai passé du temps avec des amis qui m'écoutaient sans essayer de me réparer, qui ne me demandaient pas d'adoucir mes contours ou d'atténuer ma clarté au nom de l'harmonie. Et lentement, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Ce que j'avais fait n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de refus. Les gens supposent parfois que le retrait du soutien financier était une punition. Que je voulais blesser ma famille comme j'avais été blessée, que je voulais leur donner une leçon. Cela n'a jamais été ma motivation. Je n'ai pas retiré l'argent pour faire souffrir qui que ce soit. Je l'ai repris parce que je refusais d'être humiliée par ma propre générosité, parce que je refusais de financer un événement où ma présence était considérée comme inutile, parce que je refusais de financer ma propre exclusion et de m'entendre dire que j'étais dramatique pour m'y être opposée. Cette distinction n'a eu d'importance que pendant très longtemps. Mes contributions n'ont été bien accueillies que si elles n'étaient pas limitées. Mon soutien était apprécié, mais pas ma voix. Ma présence était facultative, mais mes ressources étaient attendues. Ce déséquilibre existait depuis des années et j'y avais participé parce que je croyais que l'amour était synonyme d'endurance. Ce soir-là, dans cette salle bondée, quelque chose de fondamental a changé. Je repense souvent à ce moment. La façon dont la salle est devenue silencieuse après que j'ai pris la parole. La façon dont les visages se sont figés, non pas en signe d'inquiétude, mais de choc. Non pas parce qu'ils comprenaient soudain ma douleur, mais parce que le récit auquel ils étaient habitués avait été interrompu. Je me souviens que mon cœur s'est emballé, que mon corps s'est senti à la fois exposé et enraciné. Je me souviens de la clarté qui a traversé le bruit comme une ligne claire, de la compréhension du fait que je n'expliquerai plus jamais ma valeur à des personnes qui profitaient du fait de la nier. Lorsque je me rappelle ce moment aujourd'hui, je n'ai plus mal. Je me sens propre. Ce que j'ai repris ce soir-là, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était le consentement. Le consentement d'être traité comme une personne dont on peut se passer. D'être celui qui absorbe l'inconfort pour que les autres puissent rester à l'aise. Le consentement à disparaître discrètement lorsque ma présence remettait en question l'histoire. J'ai cessé de donner ce consentement et cette décision m'a apporté quelque chose d'inattendu. La liberté. Pas celle qui est bruyante et festive. Pas celle qui exige des applaudissements, mais la liberté tranquille de l'alignement, de savoir que mes actions correspondent à mes valeurs, de ne plus négocier ma dignité au nom de l'appartenance. Je n'ai plus essayé de me faire accepter en me rétrécissant. Je ne m'excusais plus de poser des limites. Je n'ai plus confondu la paix avec le silence. Et la distance qui a suivi n'était pas une punition. C'était une information. Elle m'a montré qui privilégiait le confort à l'équité, qui préférait les surfaces lisses aux conversations honnêtes, qui ne se sentait en sécurité que lorsque je restais dans le rôle qu'il m'avait assigné. Cela m'a montré qui j'étais devenu. Quelqu'un qui pouvait s'asseoir avec l'inconfort sans se précipiter pour le réparer. Quelqu'un qui pouvait permettre aux relations de changer sans chercher à retrouver leur ancienne forme. Quelqu'un qui a compris que l'intégrité coûte parfois la proximité avec les gens. Vous pensiez que vous seriez toujours là. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Peut-être que le temps adoucira les choses. Peut-être pas.
Je n'attends plus de résolution pour commencer à vivre pleinement. Ce que je sais, c'est ceci. Je ne suis plus la personne qui disparaît pour assurer le confort des autres. Je ne suis plus prête à échanger mon respect de soi contre un amour conditionnel, et je n'ai plus peur du silence. Parce que le silence, lorsqu'il est choisi, n'est pas une absence. C'est un pouvoir. Et si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.